À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, les alliances se multiplient, les ambitions se confirment, mais également les règles du jeu se durcissent. Dans ce paysage politique en mouvement, un homme fait bande à part. Il s'agit de Kevin Fieni, président du parti politique pro-Côte d'Ivoire. Il veut être candidat à cette élection présidentielle. Pas d'alliance, pas de compromis, mais une promesse de rupture. Candidature crédible ou simple aventurier, Kevin Fieni est sur ce plateau dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire et il parle sans langue de bois. Merci d'être avec nous, Monsieur le Président de Pro-Côte d'Ivoire. Alors, pendant que tous les partis s'unissent pour dire non, par exemple, à un 4e mandat, pendant que ces partis-là se mettent ensemble, vous êtes seul. Est-ce que c'est de l'orgueil ou est-ce que c'est une stratégie que personne ne comprend jusqu'à aujourd'hui? Ce n'est pas de l'orgueil. Nous pensons tout simplement que notre projet de société, qui est de faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale, a non seulement toute sa place, raison pour laquelle il est important pour nous de nous concentrer sur sa promotion. Donc, l'idée de suivre les autres pour dénoncer un 4e mandat, quand bien même que ça pourrait être légitime de la part de ceux et celles qui dénoncent cela, nous pensons que ce n'est pas pour nous une priorité. Donc nous allons à l'essentiel. L'essentiel, c'est de promouvoir notre projet de société uniquement. Alors justement, vous parlez d'indépendance, mais dans les faits, certains pensent que vous êtes un peu isolé. Et est-ce que vous êtes devenu l'invité que personne ne veut à la table des grandes discussions? Est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème? Bon, je ne peux pas malheureusement être dans leur pensée pour savoir ce qu'ils pensent réellement. Ça, ce sont des hypothèses, des suppositions. Mais rassurez-vous, nous sommes ouverts à toute proposition. Mais après, nous avons notre mot à dire, d'où l'analyse même des propositions qu'on pourrait avoir. Sauf que toutes ces alliances-là, pour Côte d'Ivoire n'a jamais reçu une invitation. Donc là où tu n'es pas invité, tu ne peux pas t'y inviter. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une question de poids politique? Est-ce que vous pesez? Sinon, qu'est-ce que vous pesez? Ça dépend de quoi on appelle peser. Nous pensons que nous pesons parce que nous avons des idées, nous avons un projet de société. C'est déjà suffisant. D'accord. Finalement, il y a qui derrière vous qui vous soutient? C'est peut-être ça la question aussi. Nous avons Dieu, nous avons nos militants et puis notre engagement, notre détermination. Alors, est-ce que vous ne craignez pas d'être le simple figurant de cette élection, sans machine, sans coalition et même sans ancrage national? Vous savez, ceux qui pourraient penser que nous sommes des figurants, ce n'est pas mauvais de le penser, mais nous savons où nous allons. Nous pensons que nous avons notre mot à dire. Nous pensons que nous sommes crédibles. Ce n'est même pas que nous pensons, nous croyons que nous sommes crédibles et nous pouvons faire beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Alors, j'aimerais aborder là maintenant une question qui fait beaucoup parler, qui fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit donc de la Commission électorale indépendante qui demande un minimum de signatures réparties dans plusieurs régions. Et honnêtement, est-ce que vous avez le maillage territorial suffisant pour atteindre ce seuil? Évidemment que nous en avons, parce que c'est quand même depuis 2020 que le parti existe. Et nous avons eu tout ce temps-là pour nous implanter, seulement loin du bruit, donc dans le silence. Donc nous sommes véritablement enracinés. Et donc par ça, nous avons notre mot à dire. Alors, vous n'avez pas de grands élus, vous n'avez pas de coalition, peu de visibilité nationale, en tout cas c'est ce que certains adversaires pensent. Avec quoi vous allez finalement convaincre pour atteindre les 1% de l'électorat qui doit vous parrainer? Est-ce que c'est avec des promesses? On ne va pas parler de promesses, mais nous croyons en la capacité de nos militants à nous accorder ces parrainages-là. Parce que pour Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes à plus de 816 000 militants. Donc, implantés partout en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de crainte quant à l'obtention de nos parrainages. Alors, vous n'avez pas de crainte quant à l'obtention des parrainages, mais qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la Commission électorale indépendante? Pour Côte d'Ivoire, que je dirige, est d'accord pour le principe seulement dans le fond, comme la forme. Il y a des choses à dire, nous avons quand même des préoccupations. Lesquelles? Vous voyez, le code électoral demande à ce que le bulletin soit secret. Donc le vote est secret. En effet. En d'autres termes, il faut protéger celui qui donne sa voix. Mais le système de parrainage demande à ce qu'on recueille non seulement la signature de celui qui donne le parrainage, son nom, son numéro de téléphone. Et comme ça, on l'expose là. Ce n'est plus secret. C'est vrai que bien souvent, comme réponse, la CEI ou toute autre personne compétente a toujours dit que celui qui donne la signature n'est pas obligé de voter pour soi. Bon, nous trouvons cela qu'il y a quelque chose qui manque parce qu'au nom de quoi
un adversaire politique, le militant d'un adversaire politique va donner son parrainage à Pro-Côte d'Ivoire au risque de permettre au candidat Pro-Côte d'Ivoire d'aller le battre. D'accord. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc, il faut tout simplement reconnaître que ce côté-là qui est de donner l'identité de celui qui donne son parrainage est à revoir. Mieux, nous avons nos propres militants Pro-Côte d'Ivoire. Quand la CEI, dans ses archives, sait concrètement qu'il y a Adjoa ou Kobena qui a donné son parrainage à son candidat. Et donc la CEI a sa filiation, a son numéro de carte de lecteur, tout ce que vous voulez. Ce militant, quand même qu'il est pro-Côte d'Ivoire, mais il est exposé. Il est exposé. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera forcément fait. La solution concrète que vous proposez, c'est laquelle alors? C'est de trouver un autre mécanisme, un autre système, de sorte à ce que celui qui donne le parrainage soit protégé. Qu'on ne sache pas que Y a donné son parrainage à Z. Voilà. Est-ce que c'est c'est quelque chose que vous avez manifesté auprès de la CEI? Est-ce qu'on vous a écouté? C'est quoi les actions que vous avez posées? Déjà, j'ai adressé un courrier au président de la CEI. Donc, à la CEI, nous n'avons pas été reçus. C'était pour lui faire des propositions, par exemple. Mais malheureusement, nous n'avons pas été reçus. Vous êtes toujours en attente d'être reçu? Bon, vu l'actualité, vu l'agenda, on préfère ne pas... Alors, pour rester toujours sur la question du parrainage, beaucoup de personnes pensent que c'est une mesure qui va éliminer des candidats en griffe folklorique. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, je ne suis pas d'accord, moi et mon parti, pour ce thème folklorique. Il y a d'autres même qui ont dit, fantaisiste. Oui, après, on en a eu aussi les années précédentes. Farfelu, mais qu'est-ce qu'on appelle candidat farfelu? Qu'est-ce qu'on appelle candidat fantaisiste? Est-ce parce qu'un candidat déclaré à l'élection présidentielle a des plaies sur son corps? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas d'argent? Est-ce que c'est parce qu'il est mal habillé? Est-ce que c'est parce qu'il est non-voyant? Bref, qu'est-ce qu'on appelle farfelu? Parce qu'au fait, un candidat, ce n'est pas le physique qu'on regarde forcément, c'est plutôt le projet de société. Donc, est-ce qu'on est en train de dire en sourdine qu'il y a des projets de société qui sont farfelus ou alors fantaisistes? Même si un candidat se retrouvait à aller même demander de l'argent à la CEI pour payer sa caution, ce n'est pas mauvais, au moins il a demandé, il n'est pas allé braquer. Parce que tous nous sommes endettés, même d'ailleurs, nous prenons des crédits ça et là. Donc, j'ai appris comme ça quelque part que parce qu'un candidat aurait demandé de l'argent à X, pour ça, il est farfelu. Moi, je trouve qu'il est assez courageux. Parce que la Côte d'Ivoire même est endettée. Est-ce que la Côte d'Ivoire est farfelue? Donc, qu'est-ce qu'on appelle farfelu? Qu'est-ce qu'on appelle fantaisiste? Vous voyez, il faudrait qu'on apprenne à accepter que ceux qui ont des projets puissent les exprimer et qu'on ne mette pas des artifices pour les traiter de qu'on appelle farfelu et fantaisiste. Donc, nous ne sommes pas d'accord pour ce principe-là. Monsieur Kevin Feni, allez-y, terminez. Voilà. En d'autres termes, je vais même plus loin. Il y a le cautionnement, par exemple, qui est jusqu'à 50 millions. Le problème, ce n'est pas l'argent, mais c'est la symbolique que ça représente, au fait. Et pour vous, ça représente quoi? Nous pensons qu'en Côte d'Ivoire, il faudrait que tu sois quelqu'un aisé, nanti, pour pouvoir candidater. Bon, si c'est une affaire de 50 millions, qu'on dise même qu'il faut donner 100 millions, 200 millions ou 1 milliard, mais il y a des gens qui peuvent bien donner, mais par quels moyens? Si on a à la tête de ce pays un braqueur qui allait utiliser des fonds de manière malhonnête, il a payé. Et comment on fait? Voilà, donc je pense qu'il y a des choses à revoir. Pour vous, c'est un montant à réduire? En hauteur de combien de francs CFA? Non seulement à réduire, mais plutôt mettre l'accent sur le fait que devenir président de la Côte d'Ivoire doit passer surtout par les idées, les projets que tu as proposés à la société, pas par l'argent. Parce que si l'argent devait être un moyen pour celui qui pourrait être président d'être le bon président, mais je vous assure que toutes ces guerres, ces rébellions, ces coups d'État un peu dans le monde entier qu'on voit aujourd'hui là n'allaient pas exister. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on doit changer. C'est de tourner, orienter, si vous voulez, les choses qu'on pourrait mettre comme barrière pour filtrer véritablement. Moi, je pense que l'argent ne peut pas être un moyen pour filtrer. Je pense aussi que les parrainages ne peuvent pas non plus être un moyen véritablement pour filtrer. Et d'ailleurs, si vous voulez l'avis de Pro-Côte d'Ivoire, nous pensons que les parrainages qu'on demande 1% par région, là, on aurait pu envoyer ça sur un autre secteur, un autre domaine. Vous avez des partis politiques en Côte d'Ivoire qui bénéficient de l'argent du contribuable. Bon, c'est au nom de quoi? Certes, ils vont vous dire que nous avons des représentations à l'Assemblée nationale, mais pour Côte d'Ivoire aujourd'hui, par exemple, qui a plus de 800 000 militants, nous n'avons pas un seul député à l'Assemblée nationale. Mais vous avez des partis politiques qui ont 2, 3 députés, mais est-ce qu'ils ont ce nombre-là? D'accord. Alors, si on doit faire des comparaisons, pour Côte d'Ivoire, 800 000
militants et un parti politique qui n'a peut-être pas 400 000 militants. Est-ce que ce n'est pas là aussi votre crainte, finalement? Non, ce n'est pas là une crainte. Je vais juste dire que quand on bénéficie de l'argent du contribuable, c'est là-bas qu'on doit montrer pourquoi est-ce qu'on doit avoir cet argent-là. Il faudrait que ces partis qui bénéficient de l'argent du contribuable justifient véritablement que nous avons effectivement une base. Alors, mais malgré tout, vous êtes sûr d'obtenir tous ces parrainages pour nous avons même dépassé ce cap-là parce que nous sommes véritablement sûrs, nous sommes prêts. Voilà. Ce n'est pas parce que nous sommes prêts que s'il y a des choses à améliorer qu'il ne faut pas dénoncer. Le tout n'est pas d'indexer forcément parce que nous sommes dans un pays de justice, de droit. Donc nous pensons que si nous avons des propositions à faire, il faut les faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, nous sommes dans un pays de justice, oui. Pro-Côte d'Ivoire est d'accord pour le principe, mais nous disons que le contenu, le fond, la forme, il y a des choses à revoir, de sorte à ce que ceux qui donnent leur parrainage là ne soient pas inquiétés. D'accord. Nous sommes dans un pays de justice, nous sommes dans un pays de droit. Ce sont là vos mots. J'ai bien envie qu'on fasse un point sur l'état des lieux de la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est quoi votre point de vue? Moi, je pense qu'il faut l'améliorer. Il faut parfaire la démocratie parce que la démocratie n'est pas un bien là qui ne bouge pas, ça évolue au fil du temps. Donc, il faut l'adapter aussi au temps, à nos réalités. Qu'est-ce qui ne va pas pour l'adapter? Pas que quelque chose ne va pas pour l'adapter. Je dis qu'il faut travailler pour parfaire ça. Parce que la démocratie, il faut l'entretenir. Voilà. Quand on parle de démocratie, d'abord, pour Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire la liberté, mais selon nos cultures. En d'autres termes, quand vous voyez la démocratie, je peux l'imager, d'accord? La démocratie, c'est peut-être votre tenue que vous avez, mais si je trouve que votre tenue, elle est belle, alors je décide d'en coudre. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas prendre ça je vais pas prendre vos tailles, je vais adapter ça à ma taille pour que ça puisse être bien avec moi. Sauf qu'on a des démocraties que nous prenons et on n'essaie pas de conformer ça à nos réalités, à nos principes. Donc la démocratie dont parle la Côte d'Ivoire, là, c'est de faire en sorte qu'on se sert de quelque chose qui est bien, mais qu'on adapte ça à nos réalités. Alors, pour parler toujours de démocratie et de parrainage en même temps, si jamais votre candidature n'est pas... Enfin, si vous échouez à obtenir des parrainages, chose que je ne souhaite pas forcément, est-ce que vous allez accuser le système ou vous continuerez justement? Nous avons déjà nos parrainages. D'accord. Voilà. Les parrainages, quand je dis je les ai déjà, c'est parce que nous avons un effectif qui nous permet déjà d'avoir ces parrainages. Il faut être respectueux de nos constitutions, de la loi, de la justice. On dit le premier, on attend le premier. Qui sait, peut-être le premier, on aura bouclé même nos parrainages, il faut juste attendre. Donc, alors, nous n'avons pas de crainte. Finalement, votre ambition présidentielle, est-ce qu'elle n'est pas précipitée? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut d'abord gagner une base locale, mais véritablement bien fondée? Vous parlez de 800 000. Est-ce que le nombre est assez bon pour montrer justement une capacité de gestion? Oui. Oui, et ça fait déjà 2 fois que vous parlez de base. Rassurez-vous. Nous sommes véritablement enracinés. D'accord. Moi, j'ai fait en partie le tour de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez voir ça sur les réseaux sociaux. Déjà, vous avez un de vos collaborateurs qui a très souvent couvert nos sorties. Donc, nous ne disons pas des choses en l'air. Voilà, nous sommes véritablement enracinés et nous croyons en notre capacité. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent des actes, ils ne veulent pas des slogans. Où sont vos réalisations concrètes sur le terrain? Et lesquelles réalisations? Justement, vous parliez tout à l'heure du projet de société de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur ce projet de société? Qui est de fait de la Côte d'Ivoire une république fédérale. Une république fédérale, qu'est-ce qui motive ça? C'est le fait qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, surtout pour l'Africain, le cumul de pouvoir et de postes vraiment est un fait que tout le monde partage. Et nous pensons que l'époque que nous vivons aujourd'hui là n'a plus besoin de ça. Donc, faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale, c'est de faire en sorte que le pouvoir soit bien partagé et qu'on donne l'autonomie, enfin qu'on permette à ces districts que nous allons fédérer, qui sont 14 là, de pouvoir prendre en charge leur propre développement, bien évidemment accompagné par la gestion fédérale. C'est aussi faire en sorte qu'il y ait véritablement une forme de rassemblement de forces, vous voyez, d'idées, de projets, de compétences, au fait. C'est notre manière à nous de faire en sorte que l'Ivoirien se sente véritablement impliqué dans la gestion de son pays. C'est rapprocher véritablement l'administration auprès des populations. Parce qu'en l'état actuel, la volonté est là, mais moi je dis que quand on parle de décentralisation, la forme la plus achevée, c'est la République fédérale. Voilà, permettre à ce qu'il y ait d'autres forces. En d'autres termes, je le dis souvent dans mes tournées, pour Côte d'Ivoire au pouvoir, c'est 14 autres présidents qui vont naître. Parce que les gouverneurs qui seront élus là auront le rang de chef d'État. Donc auront leur police, leur petite constitution, mais encadrée par la constitution fédérale.
Donc, ils auront leurs propres infrastructures, leur système d'imposition, beaucoup de choses qui vont leur permettre quand même d'être responsables de leur destinée. Dans ce moment-là, quel avantage concret pour les populations de ces différentes régions, des 14 dont vous parliez? C'est de se sentir engagé au travail pour la Côte d'Ivoire, parce qu'en l'état actuel des choses, vous avez une grande majorité des populations qui vivent comment? Qui attendent que le ministre vienne leur donner tout, qui attendent que le président vienne leur donner tout, qui attendent que les élus viennent leur donner tout. Voilà, mais parce qu'une politique, quelque part, a permis à ces populations de croire que leur bonheur là devrait venir des poches des uns et des autres. Non. Or, la République fédérale va les engager véritablement. Nous sommes allés même plus loin, faire en sorte que dans chaque village, je dis bien chaque village, qu'il y ait des maires, donc des maires élus, pour que très tôt là, ce maire-là développe, planifie avec les villageois le développement de leur village, pour ne plus qu'il y ait de l'attente qui pourrait venir d'ailleurs ou je ne sais d'où autre. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on doit vous considérer en tant que candidat sérieux dans cette élection présidentielle. Si vous deviez définir tout ça en 3 mots, de façon très concrète, qu'est-ce que vous direz? Pourquoi est-ce que les Ivoiriens doivent penser que vous êtes le candidat le plus sérieux, par exemple, parmi tous les... Ils n'ont pas à penser que je suis le candidat le plus sérieux. Ils doivent juste regarder le projet de société. Si c'est bon, qu'ils nous aident à réaliser cela. Et puis mieux, nous pensons que la Côte d'Ivoire a besoin d'un nouveau visage aussi. Ceux qui sont là actuellement, qui ont été là, ils doivent voir que les jeunes que nous sommes, leurs petits-fils, fils que nous sommes là, avons la capacité justement de prendre le relais. Ils n'ont pas à s'inquiéter même, d'accord? Donc ce projet de société, c'est ce qui est pour nous une priorité. Ce n'est pas notre physique, notre personne, ce n'est même pas notre parole. C'est le projet de société qui doit définir ce dont nous sommes capables ou pas. Alors, vous parlez tout à l'heure des différents événements que vous avez pu mener sur l'ensemble du territoire national. Oui. C'est beaucoup de choses qui passent donc sur les réseaux sociaux. On a vu certains commentaires et d'après ce que j'ai pu retenir, c'est que beaucoup de personnes vous trouvent vraiment sympathique plutôt que présidentiable. Qu'est-ce que vous leur répondez? Déjà, pour être présidentiable, si je suis vos thèmes, il faut forcément être sympathique parce que imaginez-vous un président qui n'est pas sympathique, mais bonjour... tous les mots du monde. Donc il faut être sympathique. S'il trouve que je suis sympathique, merci. Mais je pense que je dois encore m'améliorer parce qu'un homme, tant qu'il respire, il faut toujours parfaire les choses, il faut toujours s'améliorer. Et on finit jamais d'apprendre. On finit jamais d'apprendre. Alors Kevin Fieni, président en 2025, c'est un rêve personnel ou c'est une ambition pour le pays, c'est une ambition pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens? Une ambition pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, ce n'est pas un rêve personnel. C'est vrai que l'initiative est venue de moi, mais c'est surtout parce qu'il y a une population, donc ce n'est plus personnel, c'est une ambition et nous pensons qu'en 2025, nous sommes d'ailleurs déjà dedans, nous avons toute notre place. Dernier mot à l'endroit des populations, parce que nous avons terminé cette émission. Qu'est-ce qu'il faut retenir de Pro-Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il faut retenir de Kevin Fieni? Nous demandons à toutes les populations d'être des artisans de paix, de ne pas se laisser distraire par ces voix qui tendent à les effrayer. Voilà, donc il faut rester lucide, suivre seulement les projets de société. Nous en avons et nous pensons que notre projet de société est parmi les meilleurs. Voilà, qu'ils nous jugent à travers notre capacité à réaliser ce projet et donc nous permettre d'être à la tête de ce pays et faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale où il y aura beaucoup plus de justice, où il y aura beaucoup plus d'entrepreneurs parce que la Côte d'Ivoire en a besoin, où il y aura beaucoup plus, d'actions qui tendent à permettre à la Côte d'Ivoire un vrai développement, une vraie prospérité et surtout la souveraineté. Voilà ce que je demande aux populations. C'est sûr que nous allons vous réinviter justement pour entrer en profondeur de tous les aspects de votre projet de société. Lorsque les campagnes débuteront en Côte d'Ivoire, c'est avec plaisir qu'on vous recevra de nouveau. Ouais, je suis impatient d'attendre ce jour-là parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Nous recevions dans ce nouveau numéro, c'est-à-dire M. Kevin Fieni. Il est président du parti politique Pro-Côte d'Ivoire. Et avec nous avons fait le tour de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.